Vous êtes-vous déjà demandé si un jour vous trouviez une porte mystérieuse donnant accès à un autre monde, un monde plein de monstres, de magie, mais tout ce que vous y avez appris ou ramassé pourrait être ramené dans notre monde? Eh bien, c'est la prémisse de cet anime. Alors dites-nous ci-dessous ce que vous aimeriez ramener dans notre monde si vous pouviez passer une journée à Izuke. Et sans plus attendre, passons à la vidéo. Tout commence lorsqu'une fille se fait harceler par des types mal intentionnés et c'est à ce moment qu'apparaît UYK. C'est un garçon qui a décidé d'intervenir pour l'aider, mais les types n'aiment pas ça et commencent à se moquer de lui, le traitant de gros et de les puis le frappant. Jusqu'à ce que la police arrive et que les types disparaissent, la fille le remercie, mais UYK dit que ce n'est pas grave et part. On découvre que celui qui a appris à UYK à toujours aider son voisin était son grand-père. Depuis son enfance, il a toujours été victime de brimades. Et ses parents ont toujours donné la préférence à ses frères et sœurs, qu'il trouvait plus beaux que lui. En grandissant, la situation n'a fait qu'empirer. Il était battu à l'école et exclu de tout, et le seul qui faisait attention à lui était son grand-père, qui lui répétait sans cesse que ce qui compte vraiment, c'est de faire le bien. Après la mort de son grand-père, il a laissé la maison et tout l'argent à UYK. Ses parents ont même essayé de récupérer l'héritage, mais n'y sont pas parvenus et ont fini par l'abandonner pour de bon. Maintenant, UYK vit seul et se débrouille comme il peut, en faisant divers petits boulots autour de la maison. À l'école, il est presque diplômé. Lorsqu'il veut partir pour l'école, les brutes l'en empêchent, disant qu'il continuera à être leur paillasson même après l'obtention de son diplôme. Il dit qu'il doit aller travailler et se fait à nouveau tabasser, sous le regard distant de ses frères, qui ne l'aident pas. Au travail, son patron perd patience face à ses retards et le renvoie. Lorsqu'il rentre chez lui, il dit tristement, se regarde dans le miroir et brise la vitre de colère, pensant que rien ne va s'améliorer dans sa vie. En désespoir de cause, il donne un coup de poing dans le mur, et de nulle part, fait apparaître une pièce cachée, dans laquelle se trouve un grand nombre d'objets étranges. Mais ce qui attire le plus son attention est une porte totalement différente. Il décide de l'ouvrir et découvre une autre pièce, quand de nulle part une notification apparaît. En lisant le message, UYK comprend que cette porte est un passage vers un autre monde. Plusieurs notifications apparaissent expliquant les fonctions. Même s'il trouve tout cela un peu fou, il se dit que c'est comme dans le jeu et décide de vérifier son propre statut. Lorsqu'il vérifie ses attributs, il se rend compte qu'ils sont tous très bas et il est triste de découvrir qu'il est faible. Explorant l'endroit, il regarde dehors et voit qu'il est vraiment dans un autre univers et il trouve une note sur la table mais ne comprend rien, jusqu'à ce que, de nulle part, une compétence linguistique s'active d'elle-même et qu'il commence à comprendre le texte et la langue. Il découvre que la maison appartenait à un sage légendaire qui a tout laissé à celui qui trouverait l'endroit après sa mort, y compris tous les objets magiques. La maison est protégée par des sorts et seul le propriétaire peut y entrer. UYK trouve des armes incroyables, toutes d'une puissance absurde. Il décide de tester une épée et finit par apprendre une compétence de combat de base. Il devient super excité et teste arme par arme, toutes d'un niveau très élevé, acquérant ainsi de nouvelles compétences. Après avoir tout rangé dans son inventaire, un monstre apparaît soudainement. UYK prend peur mais se rend compte qu'il est en sécurité dans la maison. Le monstre est un ogre sanguinaire de niveau 300 qui tente de briser la barrière magique à l'aide d'un arbre, mais rien n'y fait. Bien qu'il soit effrayé, UYK décide d'essayer de se défendre et lance la lance magique qui traverse le monstre et le vainc sur le champ. La lance retourne dans sa main et le monstre disparaît en laissant tomber divers objets. UYK saute directement au niveau 100 et, choqué, il distribue les points et décide de s'arrêter là. Cette nuit-là, son corps commence à changer du tout au tout et lorsqu'il se réveille, il se rend compte qu'il est méconnaissable et que les vêtements qu'il portait ne lui vont plus. Sans miroir pour se regarder, il cherche de nouveaux vêtements. Curieux de savoir à qui appartient la maison, il explore le jardin mais est attaqué par un slim de niveau 200. Cette fois-ci, UYK prend calmement sa lance et vainc facilement le monstre. Le slim laisse quelques gouttes et un collier rare qui récupère son mana. Il monte encore de niveau et apprend à détecter les présences et est déjà au niveau 150. Il essaie la goutte que le slim a laissée. Il finit par la voir avec de la gelée de café et aime beaucoup le goût. Cette saveur de gelée de café augmente la magie et la défense lorsqu'elle est consommée. Il s'achète un nouvel uniforme avec l'argent qu'il a gagné et prévoit de le porter au lycée. À partir de là, il passe ses journées à explorer le nouveau monde et s'amuse tellement qu'il oublie sa dépression et s'entraîne et apprend tout ce que ce nouveau monde a à lui offrir. Un jour, un gobelin surpuissant envahit sa maison.
mais il est déjà beaucoup plus confiant qu'avant et vainc facilement le gobelin grâce aux techniques qu'il a apprises. Le temps passe vite et bientôt le début du lycée arrive et il attire l'attention de tout le monde à l'école. Même ses frères sont très impressionnés. À l'école, les brutes vont lui parler, mais elles ne le reconnaissent même pas. Ils pensent que c'est juste un nouvel élève et quand il se présente sous le nom de YYK, tout le monde ne peut pas le croire. Il va aux toilettes et se regarde enfin dans le miroir, surpris par sa propre apparence. La limousine arrive de nulle part et la fille qui l'a sauvé plus tôt vient le chercher. Il tarde à se souvenir d'elle, mais elle lui explique qu'il était son héros et il est surpris qu'elle connaisse son nom. Elle dit qu'elle l'a recherché pour pouvoir le remercier et se présente comme Kaori. Elle lui demande s'il ne veut pas étudier à l'Institut Usei, une école d'élite. On découvre que Kaori fait partie du conseil des élèves et que son père Tsukasa est le président de l'école. YYK est honoré de l'invitation, mais il ne pense pas avoir le profil pour une école aussi recherchée. Son frère tente de s'en mêler en disant que lui et sa sœur sont meilleurs que lui en tout. Mais Kaori le coupe sur le champ en disant qu'elle n'accepte pas les gens qui ont maltraité YYK et qu'elle sait déjà tout ce qu'ils lui ont fait. Elle dit que ce qui compte à l'école, c'est le caractère, pas seulement les bonnes notes. Donc YYK sera toujours le bienvenu. Lorsqu'ils arrivent à la célèbre école, ils rencontrent Tsukasa qui le remercie d'avoir sauvé sa fille. Il dit que ce n'était pas grand-chose, mais Kaori insiste sur le fait que personne d'autre que lui n'a aidé. Tsukasa invite YYK à étudier à l'école et lui propose de payer ses études en signe de gratitude. Mais YYK ne pense toujours pas qu'il s'intégrera car l'école n'accueille que des génies. Tsukasa explique qu'être un génie, c'est savoir travailler dur de la bonne manière et non pas naître avec un don. Et il dit que chacun a son propre talent et que c'est en relevant des défis et en s'amusant que YYK finira par découvrir son propre talent. Tsukasa lui suggère d'essayer de passer au moins une journée à l'école et un professeur appelé Sawada apparaît. Tsukasa la présente comme une scientifique très connue et que ses cours sont très didactiques, très populaires auprès des étudiants. Dans la scène suivante, on voit YYK se préparer pour aller en classe. Il a peur de ne pas être à la hauteur, mais il se dit que ça ne peut pas être pire que son ancienne école et au moment de se présenter, il se rend compte que tout le monde le regarde avec étonnement. Il pense d'abord qu'il se moque de lui. Mais en réalité, tout le monde est impressionné par sa beauté. YYK prend place au fond de la classe et finit par partager un livre avec Kaed qui est assise à côté de lui. Mais elle n'est pas très réceptive et YYK commence à penser que la fille l'a tout de suite pris en grippe, tandis que Kaori se demande si YYK sera capable de s'entendre avec les gens de la classe. Pendant le cours, YYK se rend compte que l'atmosphère est très calme, sauf que les étudiants sont beaucoup plus animés et participatifs que ce à quoi elle est habituée. Pendant la pause, un groupe de camarades de classe vient vers YYK, voulant savoir s'il est une sorte de célébrité ou s'il a déjà une petite amie. Merio arrive pour mettre fin à l'attroupement autour de YYK. Il se présente et dit que tout le monde est curieux de lui, y compris lui-même. Il invite YYK à déjeuner à la cafétéria et quand il arrive, le menu surprend YYK et quand il découvre que tout est gratuit, il se demande s'il n'est pas en train de rêver. À table, il s'assoit avec Shingo et le sujet passe directement à l'anime. YYK est très surpris qu'ils aient beaucoup en commun avec lui. Et au milieu du déjeuner, il remarque que tout le monde le regarde et il pense que c'est parce que son uniforme n'est pas assorti au reste du personnel. Shingo lui demande s'il est déjà membre d'un club, mais YYK lui répond qu'il n'en a pas encore rejoint un. Ryo n'est membre d'aucun club non plus, mais la raison est différente. Il est bon dans plusieurs sports et ne peut pas en choisir un seul. Shingo, quant à lui, révèle qu'il fait partie du club de jeu et YYK s'amuse de savoir qu'il existe une école qui autorise les consoles. Mais Shingo explique que c'est bon, tant qu'il ne joue pas en classe. En parlant de jeu, YYK commence à se sentir plus à l'aise avec eux. Et après la classe, il tombe sur Tsukasa et lui dit à quel point il a apprécié la journée. En sortant, il rencontre Kaori qui lui demande s'il va vraiment rester à l'école. Il répond par l'affirmative et elle est ravie de sa décision. Kaori invite YYK à se promener après les cours et il passe devant plusieurs magasins dans un endroit bien connu. Il se demande si c'est l'endroit où elle rencontre ses amis. Mais elle lui révèle qu'elle ne sort presque jamais, car beaucoup de gens l'évitent à cause de sa famille et de son père. Mais elle dit que YYK est différent et un peu maladroitement, YYK propose qu'ils aillent manger une crêpe. En voyant les prix, ils se remercient d'avoir obtenu de l'argent d'un autre monde. Ils mangent ensemble et YYK pense même à essayer
d'autres saveurs. Mais il a peur d'en faire trop et de revenir à son ancienne apparence, alors il demande à Kaori comment elle a réussi à le reconnaître si facilement alors qu'il a tellement changé. YYK est un peu gênée et elle se rend compte sur le moment qu'il est gêné. Mais il partage aussi sa crêpe avec elle. Elle accepte timidement et quelques filles qui passaient par là trouvent la scène super mignonne. Plus tard dans la soirée, YYK décide d'aller se promener dans l'autre monde avec son armure complète. Il se met à attaquer les monstres qui apparaissent le long du chemin. Mais même avec une certaine peur, il parvient à les vaincre tous. Il se rend vite compte qu'il a déjà atteint le niveau 235, mais qu'il devient de plus en plus difficile de monter en niveau. Alors il décide qu'il doit aller dans le monde pour trouver des créatures plus fortes. En pensant au défi de l'académie, YYK veut tester ses nouvelles limites. Mais dès qu'il franchit la porte, il entend quelqu'un crier. Il sort sa lance et court voir ce qui s'est passé et là, il trouve plusieurs soldats tombés. Il se rend vite compte que son ennemi est un général gobelin de niveau 200. Même s'il se rend compte du danger, il remarque qu'il y a une fille autour. Il lance sa lance, mais le gobelin réussit à esquiver juste à ce moment-là. YYK achève le gobelin d'un seul coup. Il va voir si la fille va bien, mais elle l'avertit qu'un nouveau gobelin arrive derrière lui. YYK est décontenancé et se rend compte que cet autre est encore plus fort que le précédent. Il n'abandonne pas et utilise sa lance pour prendre de l'élan. Après quoi il passe à son arc et tire plusieurs flèches jusqu'à ce qu'il termine le travail en fendant un gobelin en deux avec son épée. Il s'inquiète pour la fille en pensant au monstre de cette saleté, mais elle finit par s'évanouir lorsqu'il entend des pas d'homme arriver. Il active son invisibilité pour ne pas être vu. Les chevaliers apparaissent bientôt à la recherche de la jeune fille et nous découvrons qu'il s'agit de la princesse Alexia. Déjà à la maison, YYK pense à tout ce qui s'est passé en se demandant si la jeune fille va bien. Puisqu'il y avait des chevaliers pour l'aider, il imagine que tout doit bien se passer pour elle. En regardant son propre look, il pense qu'il est temps d'acheter de nouveaux vêtements puisqu'il a un peu plus d'argent. Il va au centre commercial et tout le monde le regarde comme s'il était une sorte de célébrité. Le t-shirt enchanté qu'il porte ne se salit jamais, mais il décide d'acheter d'autres vêtements pour changer. Pendant ce temps, nous voyons un directeur en colère contre le manager du défilé de mannequins qui a disparu au moment de la séance photo. Le manager reçoit l'appel du défilé, mais le directeur est furieux parce qu'il retarde tout le monde, en particulier Mio, un autre mannequin qui attend depuis le début de la matinée. Comme il s'agit d'une séance photo pour un couple, il n'est pas possible de photographier avec un seul modèle, alors le directeur décide de chercher quelqu'un dans le centre commercial pour remplacer le gars. YYK, perdu parmi tant de choix de vêtements, est approché par des filles. Il pense qu'il s'agit d'une connerie de vendeuse, mais elles veulent juste l'aider à choisir. Afin de ne pas être impoli, il refuse aussi poliment que possible et les filles sont choquées puis paniquées par sa présence. Mais YYK réfléchit à son comportement et le directeur qui cherche quelqu'un passe devant YYK qui se rend compte qu'il a trouvé un remplaçant parfait. Le directeur lui explique toute la situation et il décide d'aider, pensant qu'il ne peut pas décevoir ceux qui l'attendent. Pendant les photos, YYK joue le rôle du petit ami, change de vêtements, pose plusieurs fois et le réalisateur lui demande de faire plus attention à ses yeux. Même s'il est un peu raide, il reçoit un compliment de Mio qui lui dit qu'il se débrouille bien pour la première fois. YYK est impressionné par la fille et le remercie d'avoir sauvé sa journée au travail. YYK remarque qu'elle se rapproche de plus en plus et le directeur fait remarquer qu'il est un peu raide sur les photos. Il change de décor. YYK est très impressionné par Mio puisqu'ils ont pratiquement le même âge et qu'elle est très travailleuse. Il décide donc de donner un peu plus de lui-même. Dans la pause suivante, Mio s'accroche à lui et il est un peu gêné. Le réalisateur lui demande de se rapprocher encore plus, alors elle l'enlace, laissant YYK rougir et la foule rassemblée autour de lui pour regarder. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la princesse Alexia se souvient du moment où elle a été sauvée et décide de retourner dans la forêt noire pour retrouver la personne qui l'a aidée. Le chevalier tente de la convaincre de ne pas y aller en lui parlant des dangers, mais elle n'accepte pas et dit que cette fois-ci, tout le monde ira ensemble. Les gardes commentent même d'où elle tient tout ce courage. De retour au centre commercial, la séance se termine et YYK est mort de fatigue. Mio le remercie à nouveau et YYK s'étouffe avec du jus de fruits. Mais Mio lui offre un mouchoir. Mais YYK est gêné parce qu'il est en sueur et ne peut pas utiliser la manche de ses vêtements empruntés. Il réfléchit à son expérience de mannequin, pensant que Mio est très talentueuse, mais elle explique qu'elle a aussi fait beaucoup d'erreurs au début. YYK se rend compte qu'il n'a jamais eu la chance de porter des vêtements aussi élégants.
et curieux de savoir pourquoi elle s'est lancée dans le mannequinat, elle lui dit qu'elle voulait se faire remarquer car ses parents étaient toujours occupés. Lorsqu'elle a connu le succès, elle a continué parce qu'elle aimait apporter de la joie aux gens. Elle dit à YYA d'aller à son rythme et de profiter de chaque moment à sa manière. Pendant qu'ils discutent, le directeur commence à prendre plusieurs photos surprises de lui, mais soudain, le spectacle commence et remonte le moral de tout le monde. Il s'approche de Mio et lui dit qu'il est temps de retourner aux photos et finit par la pousser contre le mur en disant qu'il veut l'inviter à sortir. Mais on peut voir que Mio n'est pas du tout à l'aise avec la situation et YYA s'en rend compte tout de suite. YYA ne reste pas inactif et intervient, laissant la série perplexe quant à son identité. Ce dernier tente de le frapper, mais YYA parvient à l'esquiver et à le projeter au loin, ce qui impressionne tout le monde. YYA se rend compte que son attaque semblait trop lente et pense qu'il s'est peut-être ridiculisé en frappant un si beau garçon. Mais à la fin, la foule commence à applaudir, pensant qu'il est super cool. Le spectacle est mécontent car il est boxeur et pourtant il a perdu. Le directeur le renvoie et lui dit que le tournage est terminé et le spectacle part en colère. Mio remercie YYA pour son aide en disant que le spectacle la suivait partout et qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Le directeur dit que l'émission a toujours eu ce genre d'attitude et qu'elle n'obtiendra probablement plus de travail. Il demande même si YYA ne veut pas continuer à être mannequin et YYA le remercie d'avoir participé et d'avoir appris de tant de personnes formidables, mais il dit qu'il ne pense pas que le mannequinat soit son truc et refuse. Le directeur comprend sa décision et lui donne tous les vêtements utilisés pour le tournage, car il ne pouvait pas se les offrir parce qu'il n'était qu'un débutant. YYA est déjà content d'avoir participé, mais le directeur insiste sur le fait qu'il mérite une récompense, surtout après avoir aidé tout le monde. Il accepte donc les vêtements en guise de récompense. Mio fait remarquer qu'elle aimerait travailler à nouveau avec lui et lui souhaite bonne chance. Ensuite, dans la voiture, le directeur dit qu'il est dommage que YYA n'ait pas voulu continuer, car il avait tout ce qu'il fallait pour briller. Pendant qu'il regarde les photos, Mio se rend compte que YYA a changé et le directeur remarque qu'elle devient rouge et commence à la taquiner en disant qu'elle pourrait être intéressée par lui. À la maison, YYA arrange sa garde-robe avec ses nouveaux vêtements et nous voyons que son image a commencé à circuler. Certaines agences veulent savoir qu'il était une femme appareille qui est déterminée à l'embaucher, envoyant son agent à sa recherche avant la compétition. Elle a vu qu'il a réussi à attirer l'attention de Mio alors qu'il est un nouveau venu et elle ne veut pas laisser passer cette chance. Dans l'autre monde, les chevaliers qui accompagnent Lexia se battent contre les gobelins, mais ils sont malmenés lorsqu'un gobelin tente de les attaquer par derrière. YYA arrive et vainc facilement le monstre, surprenant tout le monde. Il résout rapidement le problème et s'occupe d'un chevalier blessé. Lexia vient lui parler, disant qu'elle est allée dans la forêt parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. YYA veut savoir de quoi il s'agit, mais elle lui demande soudainement de l'épouser, ce qui choque tout le monde. Son chevalier demande si elle est devenue folle, soulignant qu'elle est une princesse et qu'elle connaît à peine YYA. Mais Lexia insiste sur le fait que c'était un coup de foudre et ils commencent à se disputer. Mais YYA interrompt tout le monde et leur dit que l'endroit est dangereux et les invite dans sa maison, surprenant tout le monde en leur disant qu'il vit au milieu de la forêt. Ils sont impressionnés par la maison de YYA et le chevalier se présente sous le nom d'Owen. Il est le chef des chevaliers d'Arcelia et présente Lexia comme la première princesse d'Arcelia et la seconde dans l'ordre de succession au trône. Elle le remercie encore une fois d'avoir sauvé tout le monde et YYA commence à s'inquiéter de la façon dont il doit agir, puisqu'il sait maintenant qu'elle est une princesse. Il le rassure en lui disant qu'il n'y a rien d'officiel et que c'est lui qui les a sauvés. YYA se présente et il trouve son nom très étrange, spéculant qu'il s'agit d'un nom inhabituel pour le royaume d'Arcelia. Lexia imagine même qu'il pourrait s'agir d'un membre de la famille royale venu d'ailleurs, tandis qu'Owen pense déjà à d'autres possibilités. Owen explique qu'ils sont venus le chercher parce que la dernière fois qu'il a sauvé Lexia, elle n'a même pas pu le remercier correctement. Elle dit qu'elle ne cesse de penser à lui depuis ce jour et lui demande de l'épouser à nouveau. YYA pense que c'est trop rapide et la princesse réalise que ce serait ennuyeux si c'était aussi facile. En pensant au livre qu'elle a lu, elle décide d'abord qu'ils devraient être amis et YYA est un peu gêné mais finit par accepter. Owen profite de l'occasion pour leur expliquer l'autre raison de leur présence. Le roi veut que YYA visite le château en personne pour le remercier. Il finit par hésiter, mais Owen lui dit que c'est l'ordre du roi, qu'il n'y a donc pas d'échappatoire et qu'il accepte. Owen dit que le voyage devrait durer environ 5 jours, mais YYA craint que cela n'interfère avec la rentrée des classes. Il demande un report et Owen lui répond qu'ils peuvent attendre aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils se disent au revoir et Lexia lui dit de se préparer car la prochaine fois, elle essaiera de gagner son cœur. Dans la capitale du royaume, un homme apprend qu'il a échoué dans sa tentative de tuer Lexia. Un homme masqué apparaît alors. C'est lui qui a envoyé les assassins,
mais tout a mal tourné car ils ont été tués par des monstres dans la forêt. L'homme masqué ne comprend pas comment Lexia est revenu indemne et menace son subordonné de ne pas échouer à nouveau. Il enlève son masque, montre son visage déformé et révèle qu'il fait également partie de la famille royale, promettant de se venger de la princesse. De retour chez UYK, il note sur le calendrier la date à laquelle il compte rendre visite au roi. Il enfile son nouvel uniforme et se rend à son premier jour dans sa nouvelle école. Tout le monde le regarde en marchant, pensant qu'il doit être un mannequin super célèbre. Lorsqu'il arrive à l'école, le directeur le salue mais dit qu'il n'a pas le temps de parler et demande simplement à UYK de profiter de l'expérience. UYK est officiellement présenté à la classe et rencontre à nouveau Ryo et Shingo, qui sont très heureux de le voir là. La scène s'arrête ensuite sur un match de football où l'on voit Ryo marquer un but et rendre les filles folles. UYK regarde le match depuis la ligne de touche, pensant que Ryo est un gars extraordinaire, jusqu'à ce que Kaed arrive et demande pourquoi il ne joue pas lui aussi. UYK répond que ses vêtements de sport ne sont pas encore arrivés et Ryo essaie de dribbler tout le monde, mais il finit par passer la balle à son ami Akira qui tente un mouvement différent mais finit par faire une erreur et frappe la balle sur Kaed. Mais UYK finit par défendre et marque même, ce qui impressionne la foule. Il jette un coup d'œil pour voir si Kaed va bien et elle est surprise par son comportement. Akira se précipite pour s'excuser, disant qu'il va devenir son serviteur, mais Kaed refuse et dit que ce n'est pas grave. Ryo fait remarquer qu'Akira est juste un peu excentrique et Akira les remercie de les avoir aidés. Plus tard, Kaori va se changer pour l'entraînement et les filles parlent d'UYK, pensant qu'il ressemble à un prince. Kaed leur raconte ce qui s'est passé et tout le monde suppose qu'il doit avoir une petite amie. Mais Kaori et Kaed le nient, disant que rien n'a été confirmé. Au cours suivant, UYK salue Kaori dans le champ et soudain, des délinquants arrivent en moto, entourent les filles et brandissent des bâtons. Ils sont connus sous le nom d'Ogre Rouge, le groupe le plus dangereux de la région. UYK réalise qu'il les connaît et voit ses frères au milieu. Kaori demande ce qu'ils font là et Yota, le frère d'UYK, lui indique qu'elle est la fille du directeur de l'école. Kaori comprend qui sont ces deux personnes et il lui explique qu'ils sont venus se venger d'elle, car selon eux, elle l'a très maltraité et a même laissé UYK entrer à l'académie. Kaori leur dit que la police arrive, mais Sora, la sœur d'UYK, pense qu'il y a encore du temps avant que la police n'arrive, et le groupe décide donc de kidnapper Kaori pour se venger. UYK veut agir pour aider Kaori, mais il remarque que sa jambe ne cesse de trembler et même s'il a affronté des monstres bien plus dangereux dans l'autre monde, il ressent encore les traumatismes des anciennes brutes. Ses amis se crispent en le voyant freiner, mais au bout d'un moment, il parvient à reprendre le contrôle. Puis, sorti de nulle part, il ouvre la fenêtre et saute, surprenant tout le monde alors qu'il se trouve au 4e étage. YYK se retrouve face à un vieux rival, Araki, qui dit que le moment est venu de régler les comptes et demande à la foule de s'en prendre à UYK. Mais ce dernier finit par tout esquiver et parvient à mettre tout le monde à terre rapidement. Araki tente toujours d'attaquer, mais UYK ignore tout et continue de se concentrer sur le sauvetage de Kaori. C'est alors qu'une brute, Omori, apparaît et tente de l'arrêter, mais UYK ne s'embarrasse même pas de lui en face et le jette au loin sans aucun effort. Après cela, UYK se rend auprès de Kaori pour s'assurer qu'elle va bien. Mais il est interrompu par Lida des Ogres Rouges qui lui fonce dessus de toutes ses forces, l'esquive et tente de l'écraser avec sa moto, mais finit par en perdre le contrôle et tomber. La police arrive peu après, arrête toute la bande et renvoie les élèves dans leur classe. UYK s'assure que Kaori va bien, mais elle est un peu étourdie et il finit par la prendre dans ses bras, créant ainsi une atmosphère romantique. Pendant ce temps, son frère, Yolta, continue de marmonner que les Ogres Rouges sont inutiles. Mais il est ensuite attrapé par le chef qui commence à le blâmer. Sora tente de l'aider, mais il est repoussé d'un coup de pied et le chef de gang continue d'étrangler Yolta. Mais UYK apparaît et lui dit d'arrêter, séparant les deux et jetant le chef de gang au sol. Le chef tente d'avancer une nouvelle fois, mais UYK lui fait face fermement et les gens autour de lui se demandent ce qui s'est passé, mais tout se calme rapidement. UYK continue de réfléchir à la raison pour laquelle il a aidé son frère, et il dit que même après tout ce qu'il a subi, ils sont toujours une famille et qu'il ne pouvait pas les laisser derrière lui. Ses frères sont émus et se mettent à pleurer à genoux devant UYK, s'excusant pour tout ce qu'ils lui ont fait subir. Ses amis arrivent également et UYK s'excuse pour les ennuis qu'il a pu causer, mais tout le monde est impressionné et veut savoir comment elle a réussi à sauter par la fenêtre comme ça. Après cela, UYK décide d'explorer à nouveau l'autre monde, mais il se souvient de l'avertissement d'Owen selon lequel la forêt noire est la région la plus dangereuse de ces terres,
pleine de créatures si puissantes qu'elles pourraient détruire une ville entière. Curieux, UYK commence à se poser des questions sur l'ancien propriétaire de la maison, le sage. Il s'enfonce de plus en plus dans la forêt à la recherche de monstres plus redoutables, jusqu'à ce qu'il entende un bruit et voit un chiot se faire attaquer par un orque. Le chiot est enveloppé d'une aura sombre pour attaquer, mais il n'a pas la force de réagir. De loin, UYK se rend compte que l'ORC est un roi ORC de niveau 600, doté d'une absurde capacité d'attaque de plus de 20 000. Il pense qu'il n'a aucune chance, alors il envisage de laisser tomber, mais l'ORC continue de malmener le chien. Finalement, UYK ne peut pas laisser le chiot dans cet état et se souvient de la façon dont son grand-père aurait agi dans une telle situation. Il décide d'au moins essayer d'attirer l'attention de l'ORC, et lorsqu'il y parvient, il bat l'ORC du premier coup et est même contrarié qu'il lui ait fallu tant de temps pour prendre son courage à deux mains et résoudre le problème facilement. Il se souvient de la fois où il a vaincu un ogre alors qu'il était encore au niveau 1 et commence à se poser des questions sur le sage qui a créé des armes aussi puissantes. UYK tente d'approcher le chien qui grogne, mais après lui avoir offert une potion, l'animal s'en va. Il s'occupe rapidement du chien et commence à s'y habituer. En discutant, il découvre que le chien est seul au monde et lui offre un abri. Le chiot accepte avec joie et UYK acquiert une capacité d'idolâtrie, faisant du chiot son partenaire. Lorsqu'il vérifie le statut du chiot, il découvre qu'il s'agit d'un fanrian noir de niveau 500 et est choqué par sa puissance. En pensant à un nom, il regarde la fourrure noire et décide d'appeler le chiot Knight, qui lui saute dessus avec excitation. De retour chez lui, UYK jette un coup d'œil aux objets qu'il a reçus du roi orc, une pierre magique de rang S, une épée et une armure ayant appartenu au roi orc et qui, en fin de compte, ne conviennent pas aux humains, mais qui pourraient être réparés. Il trouve également une brosse rare qui sert à faire pousser les cheveux, mais décide de l'utiliser pour brosser le chevalier. Après avoir vérifié son statut, il voit qu'il est toujours au niveau 235, il est donc surpris de ne pas être monté en niveau alors qu'il a tué l'ennemi de niveau 600, mais il décide de mieux comprendre le système plus tard. De retour dans le monde réel, il laisse Knight à la maison et se rend à l'école. Il demande à ses amis où se trouve l'animalerie, leur disant qu'il a adopté un chien. Kaed est très excitée et veut voir les photos, mais UYK s'énerve de la voir si près. Elle s'excuse et il lui dit qu'il n'a pas de photos parce qu'il n'a pas de téléphone portable. Ses amis trouvent cela très étrange, mais il répond simplement qu'il n'a jamais manqué d'avoir un téléphone portable. Il lui indique l'animalerie la plus proche, mais lui disent qu'ils ne peuvent pas l'accompagner après l'école, mais Kaed propose de l'accompagner. UYK la remercie et pense que cela pourrait être comme un rendez-vous, mais elle dit à UYK de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'il rentre à la maison, Knight se précipite vers lui et UYK lui montre les accessoires que Kaed l'a aidé à choisir. Il met le nouveau collier à Knight et décide d'aller se promener. Dans le parc, tout le monde les regarde, pensant qu'UYK est très élégant et disant que son chien, Knight, est très mignon. Lors de cette promenade, il rencontre Kaori et lui présente Knight. Elle commence à caresser la fourrure de Knight et le trouve mignon, tandis que les gens autour d'eux pensent qu'ils sont parfaitement assortis. Kaori demande quelle est la race de Knight, mais UYK fait semblant de ne pas le savoir. Après tout, on ne peut pas dire que c'est un ferry, n'est-ce pas? Mais elle se rend compte qu'il est très intelligent et elle est heureuse qu'UYK l'ait adopté. Soudain, une fille appelle UYK, c'est Mio, le mannequin qui travaillait avec lui au centre commercial. Elle habite également à proximité et se rend toujours au parc. UYK présente les deux filles et les gens sont surpris de le voir avec plus d'une jolie fille. La foule s'agite encore plus lorsqu'elle commence à reconnaître Mio, mais pour ne pas causer trop d'agitation, Mio décide de partir, mais dit qu'elle attendra de rencontrer UYK à nouveau. Après cela, elle part et Kaori lui demande si Mio est sa petite amie. Mais UYK répond seulement, effrayé, qu'il ne l'a rencontrée qu'une fois et qu'elle était trop bien pour lui. Kaori n'est pas d'accord avec cela, et soudain, une femme crie après qu'un garçon lui ait volé son sac. Kaori demande ce qu'il faut faire, et UYK demande à Knight de poursuivre le voleur. Il s'occupe de la femme, et Knight revient bientôt avec le bandit. UYK demande à Kaori d'appeler la police, mais le bandit réussit à s'échapper et se lance à sa poursuite pour essayer de l'arrêter. Mais UYK se place devant lui et le maîtrise facilement, le maintenant au sol. La foule acclame l'incroyable UYK et Kaori le remercie de l'avoir sauvé à nouveau. Ils remettent le bandit à la police et UYK rentre chez lui. Mais après cela, ils continuent d'explorer encore plus profondément la forêt noire. Avec Knight à ses côtés, ils affrontent facilement plusieurs monstres jusqu'à ce qu'ils rencontrent un autre roi orc, mais cette fois Knight montre toute sa puissance et vainc le monstre à lui tout seul avec une morsure tranchante dans le cou. Poursuivant leur chemin, ils tombent sur un cerf de cristal de niveau 630. UYK continue de l'observer, caché par son invisibilité, et il remarque que la créature possède un attribut magique incroyable. Alors qu'ils réfléchissent à la manière d'agir, le cerf s'aperçoit inopinément de leur présence
bien qu'invisible, les oblige à réagir immédiatement. Le cerf avance vers eux, ce qui les sépare. Knight tente une attaque directe, mais le cerf se défend en utilisant une magie explosive. Il prépare alors une nouvelle attaque en lançant un jet d'eau sur YYYK. Ce dernier l'esquive de justesse. Réalisant qu'ils doivent travailler en équipe, YYK demande à Knight de distraire le serviteur et d'ouvrir l'espace. Utilisant sa vitesse, Knight bondit sur le serviteur, mais la créature répond par plusieurs explosions magiques. Malgré cela, Knight parvient à porter un coup, permettant à YYK de porter le coup final. En vérifiant les objets laissés par le serviteur, une boîte attire son attention. Et en l'analysant, il découvre un kit de bain portable qui se nettoie automatiquement et possède même une fonction d'intimité. Impressionné par cette découverte, il décide de la tester et découvre plusieurs fonctions intéressantes. Pour des raisons de sécurité, il choisit de ne l'utiliser que chez lui, où il prend un bain relaxant avec Knight. Le lendemain, ils affrontent un monstre appelé Rolling Thorn, connu pour sa vitesse impressionnante. YYK a un peu de mal au début, mais il parvient à prévoir ses mouvements et à l'esquiver facilement, ce qui lui permet de se coincer dans une paroi rocheuse et de le vaincre. Il atteint ainsi le niveau 240, tandis que le chevalier atteint le niveau 510. À ce moment-là, le mur où le monstre est entré en collision se brise, révélant une grotte cachée qu'il décide d'explorer. YYK vérifie les alentours à la recherche d'ennemis, mais ne trouve rien. Lorsqu'il entre dans une pièce plus grande, la grotte s'illumine soudainement, révélant un corps. Choqué par la scène, YYK remarque un livre sur le sol, indiqué par Knight. Il découvre que le livre a été laissé par le sage, et en lisant le livre, YYK découvre que le sage avait des capacités incroyables, maîtrisant toutes les techniques possibles, atteignant un niveau de puissance équivalent à celui des dieux. Il a même été invité par les dieux eux-mêmes à les rejoindre, mais il a décliné l'offre. Le livre commence alors à parler à YYK lui-même, l'avertissant que plus il deviendra puissant, plus les gens auront peur de lui. Inquiet, il entend la voix du sage, qui lui conseille de trouver des personnes de confiance. Le sage lui propose son aide et YYK lui demande d'apprendre la magie. Le sage consigne alors toutes ses connaissances magiques dans le livre, mais constate que YYK n'a aucune aptitude à la magie car il vient d'un autre monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens magiques. Il explique que les humains de ce monde produisent de l'énergie magique dans leur cœur, et malgré cela, il décide de transférer ses propres voies magiques à YYK en lui demandant d'être heureux et de vivre très bien. À la maison, YYK commence à étudier la magie avec le livre. Au début, il apprend à sentir l'énergie magique autour de lui et acquiert la capacité de la manipuler. Pour utiliser la magie, il lui suffit de rassembler l'énergie dans sa main et de visualiser l'effet désiré. Lorsqu'il teste la magie à l'extérieur, il imagine une boule d'eau et remarque que la nuit commence aussi à apprendre. Lorsqu'il lance la boule sur un arbre, il se rend compte que l'attaque est incroyablement puissante, traversant complètement le tronc. Pendant ce temps, au château royal, Owen présente au roi son rapport sur YYK. Mais lorsqu'il lui apprend que la princesse a demandé à YYK de l'épouser, le roi perd le contrôle, croyant que sa fille a été séduite. À l'école, YYK pense à l'avertissement du sage concernant l'utilisation de techniques magiques peu connues, même dans l'autre monde. Le professeur leur rappelle l'excursion de la semaine prochaine et divise la classe en groupes de 4. YYK est dans le même groupe que Kaed, Kira et une fille appelée Rin. Kaed est très enthousiaste à l'idée du voyage, mais YYK révèle qu'il n'a pas de matériel de camping. Elle suggère donc qu'ils aillent au centre commercial pour lui acheter quelque chose. Ils y rencontrent Shingo, surpris de voir Kaori avec eux. Ryo est impressionné par l'amitié entre YYK et Kaori, qui semblait distante parce qu'elle était la fille du directeur, mais elle leur demande de la traiter comme n'importe quel autre élève. YYK remarque l'absence d'Akira et Shingo explique qu'il n'a pas pu venir. Après avoir acheté un sac à dos à YYK, le groupe décide de s'amuser à la salle d'arcade. Shingo est ravi de voir son personnage préféré à la machine, mais admet qu'il est mauvais au jeu. Grâce à sa capacité à détecter les faiblesses, YYK gagne dès son premier essai. Kaed lui demande de gagner un animal en peluche pour elle, ce qu'il fait facilement. Il finit par gagner des prix pour tous les membres du groupe et Kaori le remercie, heureuse d'avoir visité une salle d'arcade pour la première fois. Pendant que les filles achètent des vêtements, les garçons vont au café. YYK est très heureux de pouvoir enfin s'amuser avec ses amis, mais une sirène retentit soudain, annonçant un incendie, ce qui oblige tout le monde à évacuer les lieux. Inquiet pour les filles, il court vers elles, sachant qu'elles sont coincées à l'étage supérieur. Après un appel de Kaed à Ryo, YYK arrive sur les lieux de l'incendie, portant une couche d'eau magique sur son corps, traversant les flammes. Il trouve les filles évanouies par la fumée et utilise la magie pour les protéger. Sans issue,
Il crée une ouverture magique et les sauve juste à temps. Après le sauvetage, le père de Kaori le remercie chaleureusement pour son aide. Sur le chemin du retour, il réfléchit à la possibilité d'avoir une vraie famille et se rend compte qu'il n'en a pas. Dès qu'il arrive à la maison, Knight court vers lui, montrant qu'il lui a manqué. YYK décide de leur préparer quelque chose et reconnaît que Knight est sa vraie famille. Dans la scène suivante, nous voyons YYK dans la hutte du sage, en train de lire et d'apprendre la magie dans le livre. Il commence à s'entraîner à la magie de la téléportation et parvient finalement à l'utiliser et à se téléporter dans un endroit de la forêt. Avec Knight, il explore les environs et trouve la grotte. YYK décide d'y entrer et rencontre des ennemis. YYK et Knight les vainquent facilement et obtiennent de nombreux objets de valeur. Peu après, YYK dit à Knight qu'il doit rentrer à la maison pour s'organiser pour le voyage scolaire, mais Knight part soudainement en courant. YYK lui court après et se rend compte que Knight a senti quelque chose de très étrange à l'horizon. Par précaution, il active sa capacité d'invisibilité et avance prudemment. Il trouve une autre fille blessée entourée de plusieurs gobelins. YYK veut l'aider, mais Knight l'en empêche et un puissant gobelin attaque et fait tomber un arbre. Mais des fils mystérieux empêchent l'attaque, ce qui permet à la jeune fille de couper le bras du gobelin. YYK est intrigué par ses fils. Mais à ce moment-là, le gobelin s'avance à nouveau contre la jeune fille. Celle-ci se défend en utilisant les fils, mais le chef des gobelins la frappe violemment, la laissant apparemment inconsciente. Lorsque le chef des gobelins s'approche à nouveau pour attaquer, YYK intervient avec l'aide de Knight et bat tous les gobelins restants. Cependant, d'innombrables autres gobelins apparaissent, alors YYK décide d'utiliser le fouet divin qui attrape et écrase tous les gobelins en même temps. Il pense à l'absurdité de cette arme qui peut atteindre plusieurs cibles en même temps sans jamais les manquer. Après la bataille, il réfléchit à ce qu'il va faire de la fille et envisage de la ramener chez lui, mais Knight n'est pas d'accord. YYK ne veut pas la laisser là, mais la jeune fille se réveille soudain, surprise par le fait qu'on la porte, et tombe au sol. YYK lui offre un jus de plante curatif et guérit immédiatement toutes ses blessures. Impressionnée par l'efficacité du jus, elle lui demande qui il est. YYK se présente et présente Knight, qui se montre étrangement hostile envers la jeune fille, laissant YYK perplexe. La jeune fille révèle alors qu'elle s'appelle Luna et lui dit qu'elle s'entraînait dans la forêt lorsqu'elle a été attaquée par les gobelins. Elle lui pose des questions sur les gobelins et YYK lui répond qu'il les a tous vaincus. Curieux de savoir pourquoi il était dans la forêt, il lui dit qu'il s'entraînait aussi, ce qui surprend Luna pour une raison ou une autre. Elle remercie YYK de l'avoir emmené dans un endroit sûr et s'excuse d'être sale et en sueur, mais cela ne le dérange pas. Luna demande s'il y a une rivière à proximité pour se laver. YYK lui présente sa baignoire portable et l'attend à l'extérieur, tandis que Luna est surprise par son objet rare. YYK explique qu'il a obtenu cet objet en battant un cerf de cristal, ce qui impressionne encore plus Luna d'avoir vaincu une créature aussi puissante. Bien qu'il soit normal pour YYK d'affronter ces monstres dans la forêt sombre, Luna révèle qu'elle est là à cause d'une demande spéciale d'un client, bien qu'il n'entende pas cette partie. Elle lui demande de l'accompagner pour s'entraîner, puisqu'ils sont tous les deux là pour le même but et que YYK ne veut pas la laisser s'entraîner seule et accepte de s'entraîner avec elle. Après cela, ils s'entraînent ensemble, YYK aidant Luna, mais apprenant aussi d'elle. Ils deviennent tous les deux plus forts et à un moment donné, nous voyons Luna vaincre un gobelin avec ses fils. YYK la félicite d'avoir vaincu un gobelin aussi fort, mais elle dit qu'elle doit encore s'améliorer pour mener à bien sa mission. YYK dit qu'il doit aussi partir et essaie d'expliquer le voyage scolaire, mais Luna ne comprend pas très bien. Le dernier jour de l'entraînement, alors que YYK se détend dans le bain, Luna apparaît soudainement et veut partager le bain avec lui. YYK est très gêné, mais Luna le prend dans ses bras, lui disant que le temps qu'ils ont passé ensemble était spécial et qu'il chérira ses souvenirs pour toujours. Elle lui propose de lui laver le dos, mais sa serviette tombe, ce qui embarrasse encore plus YYK. Ensuite, nous voyons la classe de YYK partir en voyage scolaire, et nous le voyons jouer aux cartes avec des amis. Kaed remarque qu'il a l'air très fatigué. YYK admet qu'il n'a pas beaucoup dormi la nuit précédente. Je me demande ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, YYK gagne le bain plusieurs fois, surprenant ses amis, et il pense que c'est seulement grâce à son attribut chance qui a augmenté de façon exponentielle. Il pense aussi que sa rencontre avec Luna en est la conséquence. Lorsqu'ils arrivent sur le lieu du voyage, les élèves se changent et le professeur leur explique qu'ils vont passer 2 jours à camper, ne survivant que grâce à ce qu'ils trouveront dans la nature, comme des poissons et des plantes. Kaed craint que les plantes soient toxiques, mais le professeur Sawada leur dit que le médecin de l'école est disponible, bien que les élèves s'inquiètent pour elle, car ils entendent toujours des cris provenant du bureau du médecin. Akira pense qu'il pourrait se passer de nourriture pendant une journée, mais Sawada dit que l'activité fait partie de la leçon et qu'il s'agit d'une compétition entre les classes.
YYA pose des questions sur les prix, et Sawada révèle qu'ils influencent leur prime salariale, leur demandant de faire de leur mieux, ce qui ne réjouit pas beaucoup d'élèves. Dans la forêt, le groupe de YYA décide de se séparer, et Rin pense que YYA et Kaed vont pêcher, tandis qu'elle et Akira cherchent des plantes comestibles. Arrivés à la rivière, ils rencontrent Ryu, qui les informe que les meilleurs endroits ont déjà été pris. Grâce à ses talents de détective, YYA trouve un autre endroit où il y a beaucoup de poissons. Mais Kaed pense que l'eau est peu profonde et qu'il est difficile d'y pêcher. YYA décide d'entrer dans l'eau, et en utilisant les techniques que lui a enseignées Luna, il parvient à attraper plusieurs poissons à main nue, ce qui impressionne grandement Kaed. Pendant ce temps, dans l'autre monde, dans un quartier sombre de la ville, Luna détruit plusieurs marionnettes avec ses fils, constatant qu'elle est devenue beaucoup plus forte après s'être entraînée avec YYA. Nous découvrons qu'elle est un assassin connu sous le nom de Edinter et qu'elle fait partie de la Dark Guild. Malgré cela, elle se rend compte que YYA est spécial et souhaite l'avoir rencontré plus tôt, imaginant comment sa vie aurait pu être différente. Plus tard, le groupe de YYA se réunit pour présenter ce qu'ils ont collecté. Ils rencontrent Kaori et ils discutent brièvement. Akira est très surpris par leur proximité et regrette de ne pas ressembler à YYA. L'équipe présente tout ce qu'elle a collecté à Sawada, qui est très impressionné par le fait qu'il soit le premier groupe à ramener une si grande quantité de nourriture comestible. Elle est très excitée en pensant à la prime qu'elle va recevoir, mais elle se souvient qu'ils seront également jugés sur la saveur de leur plat, et lorsqu'elle demande qui sera le cuisinier, tout le monde désigne YYA. Sawada l'encourage à faire de son mieux, disant que sa prime ne dépend que de lui. YYA pense qu'elle n'a pas besoin de montrer ses intérêts de manière aussi évidente. YYA commence alors à préparer son plat, profitant de l'expérience qu'il a acquise en vivant seul et en cuisinant dans l'autre monde. Il prépare un plat très impressionnant, le personnel commence à le goûter, YYA se contente de regarder, attendant anxieusement leur réaction. Sawada, après quelques verres, arrive et est surprise par le plat. Elle le goûte aussi, et YYA est très anxieux et inquiet de ce qu'ils vont penser, mais tout le monde est stupéfait. Sawada fait remarquer que bien que les repas de l'école soient préparés par des chefs renommés, elle pense que sa cuisine est encore meilleure. Ne comprenant pas comment cela est possible, YYA se dit qu'il a toujours cuisiné pour lui-même, mais qu'il est heureux de voir que les gens apprécient autant sa cuisine. Après le repas, Sawada demande à YYA s'il veut l'épouser, ce qui surprend tout le monde. Elle révèle qu'elle ne sait ni cuisiner ni nettoyer puisqu'elle a toujours été impliquée dans la recherche et qu'elle n'a jamais eu de petite amie auparavant. Après avoir goûté ses plats, elle conclut qu'il serait un excellent mari et lui demande de s'occuper d'elle. Tout le monde dit que c'est une très mauvaise idée et l'un d'entre eux dit qu'elle n'est pas un camion suffisant pour YYA. Kaed répond qu'elle ne peut pas faire cela et qu'il y a plusieurs autres raisons à cela. YYA se demande si une seule personne est vraiment insuffisante, mais Sawada insiste pour se marier et dit qu'elle ne l'attendra pas. YYA est embarrassée, disant qu'elle est un excellent professeur, mais que c'est très inapproprié pour son poste. Sawada est heureuse de l'entendre et l'enlace fermement, tandis que Kaed essaie de le tirer en arrière et qu'Akira se dit qu'il a beaucoup de chance. Plus tard dans la nuit, il utilise sa capacité de téléportation pour rentrer chez lui et prendre des nouvelles de Knight. Avec la nourriture qu'il avait gardée, il prépare rapidement quelque chose pour que Knight mange. En le regardant manger, YYA se dit qu'il est agréable de voir les gens heureux de leur nourriture. Il retourne au camp où tout le monde se baigne ensemble et tous commencent à le regarder, ce qui laisse YYA perplexe. Akira lui fait remarquer que son corps est impressionnant et YYA se demande si quelque chose ne va pas. Mais Akira est impressionné par sa beauté et sa musculature, tandis que dans les toilettes pour dames, Rin taquine Kaed en disant que tous les garçons doivent être intéressés par elle. Elle trouve Kaori en train de mentionner que Sawada voulait épouser YYA, et Kaori est surprise, et les filles commentent que Sawada a le dessus dans cette dispute. Kaed semble inspiré pour essayer de gagner YYA aussi, et Kaori commence à se demander si elle aime YYA, mais le nie rapidement. Rin pense qu'elle est trop évidente, mais Kaori continue à se demander quel genre de garçon YYA préfère. Le lendemain matin, certains élèves se rendent compte que leurs affaires ont été fouillées et pensent que c'est peut-être l'œuvre d'un voleur. Akira est très inquiet, tandis que YYA vérifie si leurs affaires sont toujours là. Le groupe part à la recherche d'un petit déjeuner, mais Akira est surpris de voir des marques de griffures sur les arbres. YYA se souvient qu'Akira avait dit qu'il servirait d'appât à ours et comprend ce qui se passe. Soudain, un ours apparaît devant les filles, ce qui les fait fuir rapidement. L'ours court après elle et les élèves paniquent. Sawada demande au groupe de se cacher et l'ours s'écrase sur la table. Sawada leur crie de courir, et pendant la fuite, Sawada tombe et l'ours lui saute dessus. Mais YYA intervient en combattant l'ours et réussit à l'assommer.
Il vérifie que Sawada va bien, et elle dit que normalement elle l'aurait réprimandé pour avoir combattu un ours, mais comme il lui a sauvé la vie, elle laisse tomber et lui demande de l'épouser à nouveau, ce qu'il refuse poliment. YYA demande ce qui va être fait de l'ours, et Kaori explique qu'ils vont l'adopter comme gardien, et que s'il attaque à nouveau, il deviendra un tapis, ce qui me semble très logique, mais peu importe. Et comme tout est réglé, le camp se termine. De retour à la maison, YYA a un rendez-vous avec un royaume d'un autre monde, et Alexia va le rencontrer. Lorsqu'il aperçoit un groupe de démons dans la forêt, il se rend compte qu'il serait dangereux qu'il rencontre l'entourage d'Alexia, et il décide donc de les vaincre sur place. Le chevalier attaque l'un d'entre eux, et YYA lance sa lance. Mais le démon parvient à s'accrocher, alors il passe au marteau et écrase le démon, une fois de plus impressionné par les armes du sage. Le démon laisse tomber un casque intéressant que YYA teste, tandis qu'un étrange lapin l'observe, croyant qu'il est l'élu. Le groupe d'Alexia réapparaît, et Owen est alarmé par le casque que YYA s'empresse d'enlever. Ils sont heureux de le revoir et l'invitent officiellement au palais. Mais Knight saute sur Alexia lorsqu'un arbre tombe et YYA le coupe en deux. Il se rend compte que les fils sont les mêmes que ceux de Luna et comprend que Knight protégeait la princesse. Owen est confus et nous voyons Luna en colère après avoir échoué. Elle tente de s'enfuir, mais YYA l'intercepte et l'évanouit. Lorsqu'il réalise qu'il s'agit bien de Luna, il lui demande de s'occuper d'elle et de la ramener chez elle, car il pense qu'elle n'est pas mauvaise. Alexia le laisse faire et devient curieuse de connaître l'histoire de Luna, qui lui révèle qu'elle est un assassin chasseur de têtes, ce qui surprend Alexia. YYA commence à soupçonner que Knight était au courant de la situation depuis le début, réalisant que c'est peut-être la raison de son agression initiale envers elle. Luna lui explique qu'elle avait reçu pour mission d'éliminer Alexia, mais que maintenant qu'elle a échoué, sa mort est pratiquement certaine. Elle explique qu'elle sera exécutée, sinon la Guilde Noire la traquera pour son échec. YYA est inquiet, mais Luna se demande pourquoi il s'en soucie tant, puisqu'ils ont passé si peu de temps ensemble. YYA répond que même s'ils n'ont passé que peu de temps ensemble, c'était important pour lui et c'est pour cela qu'il la considère comme une amie. Luna pense qu'elle est sans espoir, mais Alexia intervient et lui propose de devenir sa garde personnelle. Luna ne comprend pas et Alexia explique que seul YYA et elle sont au courant de sa tentative d'assassinat, ce qui rend le secret plus facile à garder. Et qu'en tant que garde de la princesse, il sera plus difficile pour la Guilde Noire de l'atteindre. Luna pense que cela n'a pas de sens, disant qu'elle est une criminelle avec du sang sur les mains. Mais Alexia complimente ses mains, disant qu'elles sont belles et douces, et Luna répond timidement que c'est grâce au bain spécial de YYA. Elle insiste pour refuser, mais Alexia soutient que puisque la tentative d'assassinat a échoué, Luna doit maintenant lui obéir, et comme elle n'a pas d'autre choix, elle accepte le travail. Pendant ce temps, Wan et ses soldats fuient les gobelins, et les soldats ne peuvent plus se battre et doivent battre en retraite. Ils laissent la sécurité d'Alexia entre les mains de YYA. Luna est surprise par la tournure des événements et pense qu'Alexia se comporte comme une véritable dictatrice. Luna explique que YYA possède un objet rare capable de créer des bains n'importe, afin de restaurer l'énergie et d'améliorer la beauté. Alexia est fascinée et veut l'essayer immédiatement. Elle décide donc de prendre un bain avec Luna, en invitant YYA, qui refuse nerveusement. La princesse est très déçue. Pendant le bain relaxant, Alexia demande directement à Luna si elle aime YYA. Luna répond qu'elles sont juste amies, et Alexia dit qu'elle a remarqué son intérêt, mais Luna insiste sur le fait que ce n'est qu'une impression. C'est alors qu'Alexia révèle son intention d'épouser YYA, ce qui contrarie Luna. Alexia dit que si elles n'étaient que des amies, il n'y aurait pas de raison d'être jalouse, puis déclare une guerre d'amour pour YYA, disant que celui qui l'épousera sera le vainqueur. Confuse, Luna accepte le défi, déterminée à conquérir YYA et à devenir ainsi à la fois la gardienne et la rivale de la princesse. Après son bain, YYA propose de préparer le dîner. Alexia tente de l'aider, mais échoue complètement lorsqu'elle essaie de couper une simple pomme de terre. YYA se charge alors de la cuisine et prépare un dîner merveilleux. Alors qu'Alexia ne tarit pas d'éloges à son égard, Luna devient jalouse et demande à YYA de la nourrir, prétextant que c'est difficile à cause de ses blessures. Se sentant coupable de l'avoir blessée plus tôt, elle accepte, ce qui provoque la jalousie d'Alexia, qui utilise son autorité royale pour le forcer à la nourrir également. Le soir, les deux filles dorment ensemble et YYA se dit, épuisé, que la journée a été incroyable. Le lendemain, il retrouve Owen et son équipe, et YYA s'excuse de les avoir quittés plus tôt. Owen pose des questions sur les nouveaux membres du groupe, et YYA présente un nouveau Knight. Owen le remercie d'avoir sauvé Alexia,
et se méfie de l'identité de Luna, mais Alexia explique sans détour qu'elle était un assassin qui a tenté de la tuer et qu'elle travaille maintenant comme son garde personnel. Tout le monde est stupéfait par cette révélation, en particulier Luna, qui est choquée par la rapidité avec laquelle le secret a été révélé. Owen leur ordonne de l'entourer immédiatement, mais Alexia leur demande d'arrêter. Owen se méfie, mais Alexia lui fait remarquer qu'ils ont déjà couché ensemble et que si Luna avait voulu la tuer, elle l'aurait déjà fait. Il accepte l'explication, mais décide de la surveiller de près. YYA l'avertit alors qu'il ne pourra plus les accompagner, car il doit retourner à l'école. Owen l'invite à venir le voir quand il le pourra, en le guidant sur le chemin. Alexia lui dit au revoir, lui demandant de revenir bientôt, mais Luna court vers YYA et l'embrasse, le remerciant pour tout. Alexia est dévastée et veut retourner l'embrasser aussi, mais Owen l'ignore et continue son chemin. YYA pense au baiser, se demandant si Luna l'aime bien, mais décide de se détendre en prenant un autre bain. Il trouve une étrange créature qui se cache et découvre qu'il vient de l'apprivoiser. La créature accepte la situation, et YYA voit que sa compétence de jugement a beaucoup évolué, lui permettant de voir ses capacités, comme celle appelée Sacred Ground qui crée un champ lumineux avec des bonus. Impressionné, il nomme la créature Akatsuki. Knight l'avertit de l'heure, et YYA se précipite à l'école, où le professeur Sawada annonce une compétition sportive qui affecte son bonus salarial. La première épreuve est le football, et YYA est gardien de but. Au début du match, Yu domine et marque un but tout seul, et Kaed est très impressionné. Mais Rin a un autre plan. Elle demande à Kaed de sauter et de distraire les garçons, et Akira vole le ballon et tire. Mais YYA le sauve facilement. Il lance le ballon si fort qu'il finit par marquer un but de l'autre côté du terrain. Après l'école, une agence essaie de recruter YYA, mais il refuse poliment. Le mannequin Mio arrive pour surprendre ses amis. En voyant l'affiche de la compétition sportive, le directeur de l'agence décide de créer un reportage sur l'événement avec YYA. Dans l'autre monde, YYA vainc un squelette monstrueux et décide d'explorer davantage la forêt, trouvant une zone avec des arbres extrêmement durs. Ils sont pratiquement impossibles à endommager avec des attaques ordinaires. YYA se demande comment Akatsuki est devenu si grand. Mais en fait, Akatsuki est juste derrière lui, et un sanglier Dimitrio l'attaque par surprise. YYA utilise sa capacité de guérison, mais le sanglier continue d'attaquer et il se rend compte que la situation est compliquée. Mais le sanglier s'envole, car un mystérieux lapin est apparu de nulle part. Ce lapin se présente sous le nom d'Usagi, et YYA est très surpris de constater qu'il parle. Le sanglier tente même de reprendre le combat, mais Usagi l'achève instantanément, détruisant même quelques arbres environnants. YYA jette un coup d'œil au statut d'Usagi et se rend compte qu'il est très fort, avec beaucoup de titres différents. YYA remercie le lapin pour son aide, et Usagi demande à voir son coup de pied. YYA montre comment il peut frapper, et Usagi dit qu'il a du talent, et le lapin montre son propre coup de pied qui traverse plusieurs arbres à la fois, et décide d'entraîner YYA pour qu'il atteigne ce niveau. Au bout d'un moment, YYA parvient enfin à détruire un arbre, et ils commencent à se battre ensemble pour s'entraîner. YYA se demande pourquoi il reçoit cet entraînement, et Usagi lui explique qu'il veut en faire son héritier. Usagi révèle qu'il est considéré comme un être divin et que son obligation est de transmettre ses techniques. Il précise que ce titre d'être divin est donné à ceux qui maîtrisent parfaitement une compétence, et dans son cas, il est un maître des coups de pied. Ces êtres divins ont pour mission de protéger le monde des Vises, des créatures qui font partie des mauvais aspects du monde. YYA demande s'il peut refuser d'être son disciple, et Usagi répond qu'il le peut, mais dit que tôt ou tard, le combat contre les Vises aura lieu, et que toute aide est donc la bienvenue. YYA n'aime pas l'idée de devenir un divin, mais il se souvient qu'il veut protéger Knight et Akatsuki. Malgré cela, Sag continue à l'entraîner et lui demande d'apprendre la magie, car il a été impressionné par la barrière magique dans la maison de YYA, même s'il sait qu'elle n'a pas été fabriquée par lui, mais par le sage. Finalement, les deux hommes acceptent d'échanger leurs connaissances, l'un enseignant la magie et l'autre les techniques de coups de pied. Plus tard, YYA est poursuivi par le sanglier, le roi Dimitri, et Sag pense que c'est une bonne occasion pour YYA d'essayer un nouveau duel. YYA a du mal, mais grâce à ses coups de pied et à son fouet, il finit par vaincre le sanglier. Il se réjouit d'avoir obtenu plusieurs objets rares. Sag explique qu'il existe des types de monstres, SS, SSS et Extra, et que les VS sont plus puissants et sont au-dessus, ils sont d'un niveau légendaire. Peu après, YYA est averti qu'il est en train d'évoluer et commence à briller. Malgré cela, son apparence reste la même, mais il acquiert plusieurs nouvelles capacités. Le lendemain,
YYK participe à une compétition de ping-pong et le patron lui demande d'impressionner la foule. Mais son adversaire est le champion national appelé Sniper. Il effectue un service si puissant que YYK ne peut même pas le renvoyer, et YYK riposte si facilement qu'il fait même craquer la table. Mais il préfère quitter le jeu pour ne blesser personne. Les photographes sont très frustrés car ils n'ont pas réussi à prendre de bonnes photos de lui en train de jouer. Kaed arrive et entraîne YYK au volleyball, puisque l'équipe est au repos et que le patron est d'accord, et dès que le jeu commence, tout le monde est surpris. Le ballon explose, le terrain est détruit, l'autre équipe n'essaie même pas de continuer, et le patron se rend compte que les photographes ont encore tout raté parce qu'ils étaient distraits. Kaed console YYK en lui disant qu'au bout du compte, la victoire est la victoire. C'est alors qu'ils entendent un cri et trouvent Kaori. YYK essaie de comprendre la situation, et un collègue de Kaori est emmené parce qu'il a été blessé dans le jeu et avertit YYK du pillage. Il prend alors place sur le court de tennis et ses adversaires l'ont déjà prévenu qu'il allait lui aussi être blessé. Le match commence et Kaori frappe un service puissant, touchant presque YYK, mais la balle sort du terrain. Il essaie de la réconforter, mais au deuxième service, elle finit par jeter sa raquette. YYK se rend alors compte que l'autre élève a quitté le jeu à cause de la force de Kaori. Sachant cela, YYK prend ses responsabilités et commence à rattraper toutes les balles, aidant ainsi l'équipe à gagner. Kaori essaie même de l'aider, mais elle finit par lancer à nouveau la raquette et manque de tomber. Mais YYK la retient, et le patron réussit finalement à tirer un bon coup. À la fin de la journée, Kaori rentre chez elle avec YYK et le remercie pour son aide. Elle veut lui acheter quelque chose à manger, mais YYK lui dit que le simple fait d'être avec elle est suffisant, et sans crier gare, elle le surprend en l'embrassant. Pendant ce temps, Saji est en combat avec l'un des VS, et il utilise la magie pour se défendre, et la fille qui le combat est très surprise, puisque théoriquement il ne devrait pas être capable d'utiliser la magie. Saji remercie YYK de lui avoir appris cela, et la fille décide que YYK est encore plus dangereux, et décide donc de le poursuivre. La directrice de l'agence analyse le prochain numéro et se réjouit du nombre de photos de YYK. Elle pense que le magazine se vendra bien, mais l'assistante pense que d'autres agences voudront se disputer YYK après cela. Mais le patron a déjà un plan pour s'assurer que YYK ne pourra pas refuser l'invitation de l'agence, et ensuite, chez YYK, lui et Kaori étudient ensemble, et YYK la remercie de toujours l'aider en maths. Mais elle dit que ce n'est pas grave, puisqu'il l'aide aussi en anglais, même si YYK sait qu'il ne comprend l'anglais que grâce à sa capacité spéciale. Dans un flashback, nous les voyons tous les deux retourner à l'école ensemble, et commenter que les examens approchent. YYK devient un peu anxieux, et Kaori pense que c'est drôle de voir quelque chose pour lequel il n'est pas doué, et suggère qu'ils étudient ensemble. Elle rencontre Katsu, qui trouve ses animaux de compagnie très mignons pendant qu'ils dorment. Elle demande à aller aux toilettes, mais YYK se demande si elle pourra trouver son chemin, et Kaori se retrouve à la porte de l'autre monde, et YYK la poursuit. Mais Kaori dit qu'elle a l'impression d'être attirée là. YYK devient tendu, et il explique que la porte mène à l'autre monde, et lui demande d'essayer de passer sa main à travers. YYK lui explique que seules les personnes autorisées peuvent passer, et Kaori lui demande ce qu'est cet autre monde. Il lui montre qu'il y a des monstres et de la magie, et lui fait même la démonstration de certains de ses pouvoirs. Kaori est très surprise, et YYK lui dit que c'est grâce à ce monde qu'il a acquis tant de capacités, y compris celles qu'il a utilisées pour affronter les délinquants et sauver les gens de l'incendie. Kaori n'y croit presque pas, mais YYK lui propose de lui montrer cet endroit. Il lui demande sa main et ils traversent ensemble. Lorsqu'ils arrivent, Kaori est impressionné par l'existence de cet endroit, et YYK lui explique que Night et Akatsuki sont venus de ce monde. Il dit que Night est un fan-rire, qui est comme un loup, et Akatsuki est comme un petit cochon, ce qui met Akatsuki très en colère, et la fenêtre de statue de Kaori apparaît. Et YYK explique que les capacités sont mesurées par le statut, et il est surpris qu'elle ait un bien meilleur statut que lui, se souvenant qu'au début il n'avait qu'un point dans tout, donc elle est bien meilleure que lui au début. Il explique comment il a évolué là-dedans, et comment son apparence a beaucoup changé à cause de cela, disant qu'il se sent même un peu comme un tricheur parce qu'il n'a été accepté par les gens qu'à cause de ces changements. Kaori change rapidement de sujet et demande à voir plus du monde, et YYK l'avertit qu'en dehors de la barrière magique, c'est très dangereux et accepte de lui montrer un autre jour. Elle lui fait une promesse et il lui dit de garder le secret, ce qui les rapproche encore plus et crée un lien spécial. Pendant ce temps, dans la capitale,
Alexia retourne au château et le roi demande pourquoi YYA n'est pas avec eux. Owen explique qu'il a dû changer ses plans et le roi soupçonne déjà que cela a quelque chose à voir avec Luna. Luna n'y réfléchit pas à deux fois et avoue qu'elle a tenté d'assassiner Alexia, ce qui pousse le roi à saisir son épée, prêt à l'éliminer. Il s'élance, mais arrête son attaque lorsqu'il se rend compte que Luna a eu l'intelligence de lui saisir les bras, car elle savait que l'épée pouvait trancher tout ce qui essayait de l'arrêter. Alexia se met en colère contre son père, disant que c'est elle qui a choisi d'accepter Luna comme garde du corps. Elle le menace en lui disant qu'elle cessera de l'aimer s'il lui fait du mal, ce qui laisse le roi dévasté. Cela l'amène à accepter officiellement Luna comme protectrice de la princesse. Il demande alors à Owen de lui en dire plus sur elle, et Owen explique qu'elle était autrefois appelée le chasseur de têtes de Darkilda. Le roi demande alors quelle est la place de YYA dans cette histoire, et Owen explique que c'est YYA qui a réussi à capturer Luna et qui l'a même emmené avec Alexia dans sa maison. Lorsque le roi se rend compte qu'Alexia a séjourné chez un homme, il devient sourd et veut à tout prix traquer YYA. Owen tente de calmer le roi en lui disant qu'il ne s'est rien passé, mais il n'est pas convaincu puisqu'il n'en a pas été témoin lui-même. Pendant ce temps, ailleurs, nous voyons un homme masqué qui a essayé de tuer Alexia plus tôt. Il est en fait le prince Égé. Il est le premier-né, et son subordonné révèle qu'un noble conspirateur a engagé Luna pour éliminer Alexia. Elle a échoué à cause de YYA et est même devenue la gardienne de la princesse. Le subordonné poursuit en disant que YYA a été convoqué au palais, ce qui fait naître une idée brillante dans la tête de Égé. Il lui donne une arme secrète, une barrière qui annule la magie, bloquant tout sort dans une certaine zone. Ainsi, les mages qui défendaient le roi sont devenus inutiles, ne laissant que Owen et Luna comme obstacle. Le subordonné craint d'être démasqué en cas de problème, mais Égé pense qu'en cas d'échec, il pourra rejeter toute la responsabilité sur YYA puisqu'il sera en visite. Pendant ce temps, YYA prend un jour de congé après la compétition scolaire et commence à s'organiser pour se rendre à la capitale. Il s'occupe de ses cultures, bat un mouton monstrueux et gagne divers objets, dont une couverture magique qui promet la meilleure nuit de sommeil. Il se rend ensuite dans un village voisin et est surpris de voir des chats se promener dans les environs. Il se rend à la guilde locale pour essayer de négocier, car il n'a pas d'argent dans ce monde, et le maître de la guilde trouve le nom de YYA bizarre et ne reconnaît pas son origine. YYA dit qu'il vient d'une toute petite île, mais le maître de la guilde le soupçonne d'être un noble rien qu'à son apparence. YYA insiste sur le fait qu'il est un type normal, mais personne ne le croit vraiment, alors le maître lui demande ce qu'il veut vendre et sa mâchoire tombe quand il voit l'objet de YYA. Il sort un bouquet de piments et le maître est impressionné par le contenant. En analysant les piments, il se rend compte qu'ils sont d'une qualité extrêmement élevée, alors que YYA les trouve normaux. Le maître offre 100 pièces d'or, et YYA ne sait pas si c'est beaucoup d'argent ou non, puisqu'il ne comprend pas du tout la monnaie locale. Le maître explique qu'avec 5 pièces d'or, une famille peut vivre paisiblement pendant une année entière, et que 100 pièces suffiront donc pour 20 ans. Il remet également à YYA une carte de guilde, qui lui sert de document, et lui explique comment prendre un ascenseur pour se rendre directement à la capitale. Arrivé en ville, YYA est choqué par la foule, et Akatsuki lui montre où se trouve le château. YYA commence à penser qu'il ne va pas se sentir à sa place, alors il se rend au château et est accueilli par Owen, qui lui dit qu'ils vont directement voir le roi. YYA panique, pensant qu'il n'est pas prêt, mais Owen lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il s'agit juste d'une discussion informelle. À l'intérieur, Alex et Luna attendent déjà, et YYA s'incline devant le roi. Le roi commence à poser des questions sur la supposée demande en mariage de sa fille, devenant fou en pensant que YYA a renié Alexia. Owen parvient à calmer la situation, et le roi est également mécontent que YYA n'ait pas apporté de cadeau. Il remet donc le jeu de cartes spécial qu'il a gagné, et Alexia l'adore, mais le roi pense qu'il s'agit d'une sorte de provocation, pensant qu'il essaie de gagner Alexia à sa cause. Owen tente d'expliquer que YYA ne connaît pas les traditions et que lui-même ne les comprend pas. Alexia explique qu'offrir du linge de lit est une demande en mariage, et YYA réalise qu'il a fait une erreur. Le roi se prépare à attaquer, mais le groupe est soudain surpris par des assassins. Le roi ordonne aux gardes de tirer, mais les ennemis activent la barrière d'annulation magique, ce qui arrête tout. Les assassins avancent, mais YYA et Knight résolvent rapidement la situation. Alexia serre YYA dans ses bras et le couvre d'éloges, tandis que Luna, jalouse, tente de l'éloigner de lui, le roi jetant au garçon un regard mortel. Owen voit un emblème sur les agresseurs, et tout le monde comprend que Égé est derrière l'attaque. Les gardes répandent la nouvelle de l'attaque, et le roi semble s'enfermer dans sa chambre par la suite. YYA se demande ce qu'il doit faire, tandis qu'Owen lui demande de l'aider à protéger Alexia. Il part donc à sa recherche et hésite à claquer la porte, mais Alexia part l'appeler pour lui faire visiter la capitale, puisque c'est la première fois qu'il s'y rend. Ils n'ont pas l'air de venir d'être attaqués, mais Luna, perspicace,
tente de lui rappeler le danger. Mais Alexia fait valoir que si son frère attaque à nouveau, il donnera sa position. Et Luna est d'accord. Mais elle se rend compte que sa motivation est simplement de sortir du château, et Luna suggère qu'elle pourrait elle-même être le guide de YYA. Mais Alexia ne l'accepte pas, disant qu'elle ne les laissera pas partir seuls tous les deux. Owen propose même de leur faire visiter la ville pendant qu'ils restent au château, mais ils refusent tous les deux. Finalement, ils partent tous ensemble et Owen se contente d'observer de loin. Alexia veut présenter les bijouteries à YYA, mais Luna a d'autres projets et les deux commencent à se disputer. Elles attirent l'attention des passants, qui pensent que YYA doit être quelqu'un de très important pour que deux jolies filles marchent à ses côtés. Ils se promènent dans la ville et YYA s'intéresse à la guilde des aventuriers. Il lui dit qu'il est déjà inscrit à la guilde des marchands. Luna lui recommande de s'inscrire également à la guilde des aventuriers, car il chasse directement les monstres, ce qui lui permettra de vendre plus facilement des objets pour obtenir des quêtes. Luna dit qu'elle s'inscrira aussi, mais Alexia n'aime pas du tout l'idée, mais Luna dit que YYA ne pourra probablement pas faire la mission avec elle, car il sera très occupé. Emilia s'occupe d'eux et leur remet les formulaires d'inscription. YYA commence à les remplir, mais il a des doutes sur les sorts qu'il peut utiliser. Il se souvient que le vieux sage lui a dit que les gens ne connaissaient pas grand-chose à la magie là-bas. Il décide donc de cacher qu'il maîtrise tous les sorts, y compris la téléportation, et ne met que du vent, du feu et de l'eau. En ce qui concerne la mesure de la puissance magique, Emilia explique qu'ils utilisent une boule de cristal pour évaluer l'énergie de chaque personne. YYA se demande pourquoi les gens ne vérifient pas simplement leur propre statut, mais Emilia fait remarquer que la plupart des aventuriers préfèrent garder le secret, ce qui permet d'éviter les mensonges. Luna fait le test et la sphère brille en jaune. Mais elle dit qu'elle n'a jamais été douée pour la magie, puis c'est au tour de YYA de tester son énergie, et tout le monde est surpris lorsque la sphère se brise tout simplement. Emilia pense qu'il s'agit d'une erreur et refait le test, mais c'est la même chose, la sphère se brise à nouveau. YYA s'excuse, pensant qu'il devra payer, mais Emilia lui dit de ne pas s'inquiéter. Au moment de vérifier les inscriptions, Emilia est choquée de voir que YYA a maîtrisé 3 styles de magie différents. YYA demande si c'est une mauvaise chose, mais Emilia explique que le fait de maîtriser 3 domaines de magie fait de lui presque une légende. Alexia le complimente et YYA la remercie de ne pas avoir énuméré davantage de compétences. Tout étant prêt, Emilia utilise une machine pour créer les identifiants d'Hilda et elle explique que tout le monde commence avec le rang F. YYA demande s'il y a des règles pour remplir les missions, mais elle dit qu'ils peuvent le faire à leur rythme. Elle leur demande simplement de ne pas enlever trop de plantes pendant les missions de collecte afin de ne pas tout détruire. Ils vont regarder le tableau des missions et réfléchir à celles qu'ils vont accepter lorsqu'YYA est abordé par Glenna, qui est impressionnée par le fait qu'il ait détruit la sphère. Elle s'accroche à lui, disant qu'elle cherche quelqu'un de fort avec qui faire quelque chose de savoureux, et les filles la repoussent rapidement, disant qu'elle a trop bu. Glenna s'en va, mais dit clairement qu'elle espère rencontrer YYA à nouveau. Alexia s'inquiète déjà de devoir protéger YYA des autres femmes, mais Luna lui dit de ne pas trop y penser, car elle n'est même pas capable de s'occuper d'elle-même. Ils partent sur le terrain, où la mission est de cueillir des herbes, et YYA se rend compte que sa compétence lui donne même des conseils sur la façon de mieux les cueillir. Luna a du mal à ne pas blesser les racines des plantes, tandis qu'Alexia apprécie de faire une pause. Elle met Luna au défi de cueillir les herbes les plus rares, avec pour prix une rencontre avec YYA. Owen leur rappelle encore une fois qu'il est important de ne pas détruire l'endroit, alors tout le monde part de son côté et YYA reste seul. Il trouve une plante de mana, et Katsuki essaie même de l'aider, mais ne trouve qu'une plante toxique. Les filles reviennent avec ce qu'elles ont trouvé, et YYA commence à analyser les herbes, quand Owen arrive en courant, disant qu'ils ont trouvé l'endroit où se trouve le premier prince, et demande l'aide de YYA. Alexia et Luna retournent au château, tandis qu'Owen et YYA partent enquêter sur ce qui s'est passé. Arrivés dans une vieille maison vide, tout semble calme, et Owen imagine que le prince a peut-être déjà été capturé par d'autres soldats. Dès qu'ils entrent, un couteau frappe un soldat, et le prince menace un garde, mais YYA envoie Knight qui sauve le gars. Owen entoure le prince et tente de le convaincre de se rendre, mais il n'accepte pas. Soudain, le prince menace de se suicider en disant qu'il ne vaut rien, et Owen ne sait pas quoi faire, mais YYA s'approche et l'arrête. Le prince tente d'attaquer, mais finit par tomber, et Owen le remercie. Mais au moment où il s'apprête à emmener le prince, une explosion se produit et détruit toute la maison. Le prince est soulagé de voir la jeune fille avec la fiole, mais elle lui dit qu'il n'a fait qu'échouer et qu'il ne sert plus à rien. Le prince est choqué, pensant qu'elle voulait l'aider à devenir roi. Mais elle lui révèle qu'elle a toujours voulu l'utiliser pour provoquer des guerres et des morts. Le prince se rend compte qu'il a été piégé, et elle se prépare à mettre fin à sa vie. Owen tente même de s'interposer, mais une flèche l'en empêche.
YYA tente de localiser sa provenance, mais la jeune fille lance plusieurs flèches. Owen lui demande ce qu'elle veut, et elle répond qu'elle veut détruire toute l'humanité, et les chevaliers peuvent à peine réagir, car elle semble prédire chacun de ses mouvements, et juste au moment où elle est sur le point de porter le coup final, YYA utilise la magie et disperse plusieurs flèches. Owen la remercie à nouveau, et la jeune fille comprend qu'il s'agit bien de YYA, celui qu'elle cherchait auparavant. Elle veut le combattre, mais elle a dépensé trop d'énergie et se rend compte qu'elle va devoir battre en retraite. Le prince est emmené et YYA le suit, curieux de savoir qui est cette fille. Égée est amenée au roi, et les soldats lui enlèvent son masque et ses vêtements, révélant plusieurs cicatrices. Alexia peut à peine lui faire face, et nous apprenons que c'est elle qui a accidentellement causé tout cela, après avoir perdu le contrôle de sa magie et l'avoir blessé. Il a fini par perdre la tête après avoir reçu toute l'énergie magique d'Alexia. Il a commencé à ressentir une pulsion destructrice qui n'a été soulagée que lorsqu'il s'est blessé encore plus. Il reproche au roi de ne pas l'avoir aidé, de l'avoir isolé du peuple, de ne plus être le premier prince. Il a été ignoré par tout le monde, et YYA comprend ses sentiments. Et je veux juste que la souffrance cesse et demande à mourir. YYA lui dit qu'il y a peut-être un moyen et lui applique un sérum de guérison. Égée est réticent, mais il finit par être complètement guéri, et le personnel est en état de choc. Égée court vers le miroir, n'arrivant pas à croire qu'il n'a plus de marque. YYA explique que ce sérum médicinal a été fabriqué à partir d'une herbe légendaire, et le roi est stupéfait qu'il ait utilisé quelque chose d'aussi rare pour guérir son fils. Mais YYA dit que ce n'est pas un problème, car il cultive lui-même la plante dans son propre jardin. Égée rit, mais se souvient qu'il est toujours condamné à mort. Alexia demande quel crime il a commis, et le roi lui répond qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Et comme le crime est contre elle, Alexia décide de lui pardonner, et le roi se souvient qu'Égée a aussi essayé de l'attaquer. Mais Alexia insiste pour être graciée, et le roi accepte. Égée échappe ainsi à la peine de mort. Peu après, le roi réfléchit à une récompense pour YYA, et Alexia propose de l'épouser. Luna se porte également candidate, mais le roi lui donne le titre de Lord Knight, ainsi que des terres et un manoir. YYA va se reposer dans sa chambre et s'endort rapidement. Dans son rêve, il se bat contre la mystérieuse fille, perd contre elle et se réveille effrayé. Le lendemain, ses amis l'appellent pour sortir, mais il se précipite à la maison et ne se soucie même pas de Kaori. Il ne pense qu'à cette fille. YYA revient dans le monde et commence à s'entraîner intensément, pensant déjà à la confrontation. Knight remarque quelque chose de très étrange et soudain, ils sont attaqués. La fille apparaît et YYA veut comprendre de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle veut se venger et qu'il peut mettre fin à ses plans. Pendant ce temps, Kaori se rend chez lui pour étudier, trouve la porte ouverte et décide de jeter un coup d'œil dans l'autre monde pour essayer de le retrouver. Mais elle entend des explosions au loin et la jeune fille commence à tirer des flèches sur YYA. Mais il charge sur elle avec Knight et parvient à porter un coup bien placé, Knight le soutenant. Impressionnée, elle se dit qu'elle doit l'achever avant qu'il ne devienne plus fort. Elle tire d'autres flèches et YYA voit que Kaori n'est pas loin. Elle panique et YYA tente de la protéger, ce qui provoque une explosion. La jeune fille s'apprête à porter le coup de grâce, préparant sa plus puissante attaque, mais Maître Usagi surgit de nulle part et bloque son attaque. Il s'excuse pour le retard, disant qu'il était en train d'enquêter et qu'il a fini par découvrir que la fille s'appelle Yuji. De plus, il pense qu'elle est en fait une célèbre disciple de l'archer divin. Yuji révèle alors que son maître est mort et que c'est pour cette raison qu'elle veut se venger. Yuji dit qu'Usagi n'apparaît que lorsque la situation est déjà perdue, alors que son maître a toujours donné sa vie pour protéger les humains, mais a fini par être trahi par eux. Usagi répond en disant que le devoir des divins est d'affronter le mal et qu'utiliser les pouvoirs divins pour causer la destruction va à l'encontre de l'accord qu'ils ont avec la planète elle-même. Yuji répond en disant qu'elle a seulement hérité des capacités de son maître, mais qu'elle n'a jamais pris le titre de divine, et qu'elle n'est donc pas obligée de suivre ce pacte. Ils finissent par se battre, et YYA finit par imiter le même mouvement qu'Usagi a utilisé pour l'aider, ouvrant un espace dans le combat, et Usagi lui envoie un coup de pied bien placé. Mais malgré cela, Yuji insiste sur le fait qu'elle n'abandonnera pas sa vengeance, disant que les humains ne valent rien. Elle commence alors à libérer le pouvoir de Vio. Usagi dit qu'en gagnant le pouvoir de Vio, elle est devenue un dieu Vio. Son cri est si intense que YYA peut à peine se tenir debout. Yuji s'en prend à Usagi, et les deux s'échangent des coups violents. Usagi reçoit un coup violent, et tout semble perdu, mais Akatsuki se précipite pour l'aider et active sa capacité qui enlève les pouvoirs de Yuji et permet à YYA de la vaincre. Usagi fait remarquer qu'en plus des divins, il y a aussi les bêtes sacrées qui affrontent les Vio. Et Akatsuki est l'une de ces créatures, alors il dit que Yuji ne pourra plus utiliser son pouvoir Vio et la laisse à la charge de YYA. Peu après,
Kaori arrive en courant, mais un monstre est à ses trousses. YUYA résout rapidement le problème en battant la bête d'un seul coup, en transperçant Saitama. Et Kaori est choquée. YUYA dit que sa routine dans ce monde est comme ça, et lui demande si elle a eu peur de le voir se battre comme ça. Il admet qu'il est devenu plus fort dans cet univers, se sentant un peu comme un filou, pensant qu'elle ne l'aimera pas comme ça. Mais Kaori le nie, disant qu'il est le même que lorsqu'il l'a sauvée pour la première fois. Toujours gentil, et qu'elle l'aime bien depuis. Après cela, nous assistons à quelques scènes sympathiques, comme la rencontre de Kaori avec Alexia et Luna. Alexia prend la main de Kaori et les trois prennent une douche ensemble, discutant et se rapprochant. Ensuite, nous voyons YUYA quitter la maison pour aller à l'école, mais il se rend compte que ses frères se tiennent à proximité et le regardent. On sent qu'ils veulent se rapprocher et essayer de reconstruire le lien avec YUYA. Ensuite, nous voyons Yuji arriver avec une nouvelle Luna à l'école, et tout le monde dans la salle est choqué de voir à quel point elle est belle. À la fin, l'anime se termine avec Kaori entrant dans la pièce et voyant YUYA ravi, discutant avec ses amis. C'est ici que se termine notre vidéo. Cet anime a de belles images, mais l'animation est pauvre, presque inexistante, mais au moins les images sont là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez-la avec vos amis, commentez ci-dessous. J'adore ça, ça nous permet de savoir que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et voilà les gars, on est ensemble, restez en contact, merci, à la prochaine vidéo.